Bonsoir. Pour le dernier club politique de l'année civile, eh bien, on va se projeter un petit peu dans l'avenir, dans un avenir de 3 mois, 100 jours presque précisément, les élections municipales. Je sais que le débat budgétaire occulte un peu ce rendez-vous important dans les 35 000 communes de France. Nous allons nous interroger de savoir si les écologistes, qui avaient créé un peu la surprise en 2020, pourront tenir la rampe, si je puis dire. On se posera la question de savoir si le Rassemblement national, qui caracole en tête dans les sondages nationaux, va réussir un ancrage local qu'il a du mal à installer. Et puis, on se posera la question de savoir s'il y a Lyon, Paris et Marseille, et du changement est prévisible. À Paris nécessairement, puisque la maire sortante ne se représente pas. Bienvenue, et ça va être intense pendant 52 minutes. Avec Guillaume Tabar, rédacteur en chef, éditorialiste au Figaro, avec deux éminents représentants du service politique, Claire Coyne-Ruth, avec John Tipzit. Bonsoir Yves. Bonsoir, et avec Pascal Perrineau, que tout le monde connaît, bonsoir. Politologue bien connu. Donc on va parler des municipales. Les municipales qui sont aussi un round d'observation peut-être avant la présidentielle, et qui ont aussi leur importance, Guillaume, parce que il y a des sénatoriales aussi, on n'en parle pas beaucoup. Mais avec les municipales, les partis préparent aussi les sénatoriales, puisque ce sont les grands électeurs qui élisent les sénateurs. Alors on va commencer par les écologistes. Ils avaient gagné beaucoup de villes en 2020, Besançon, Annecy, Bordeaux, Lyon, Strasbourg. Ils étaient confirmés évidemment à Grenoble. Alors John, est-ce qu'ils sont dans une situation ou en mesure de pouvoir conserver leurs gains ou d'en gagner d'autres d'ailleurs ? Ça dépend des villes. S'ils partent seuls, s'ils partent en association avec le PS. C'est toute la question. Ou si ce qu'ils avaient fait leur dynamique fait en 2020 sera percuté par une autre dynamique qui viendrait de leur frange gauche, c'est-à-dire la France Insoumise, LFI. Toute la question, au fond, pour eux, ça va dépendre de ça. Dans les villes où ils avaient remporté la mairie il y a 5 ans, les sondages sont assez aléatoires. C'est-à-dire qu'à Lyon, on voit très bien qu'il y a une dynamique Aulas, qui est un candidat un petit peu attrape-tout, qui semble aller de la gauche de la Macronie jusqu'à la droite des LR, et qui aujourd'hui semble l'ultra favori. Mais si on prend le cas de Bordeaux, selon un sondage qui est sorti il y a quelques jours, Pierre Rumic ferait la course en tête au premier tour. À Marseille, il y a une alliance PS Vert derrière le maire sortant, mais elle pourrait être concurrencée au premier tour par la liste de Sébastien Delogu, un très proche de Jean-Luc Mélenchon. Donc pour l'instant, tout ça est assez gazeux, et c'est assez difficile de se prononcer en tout cas. Alors pour Éric Coquerel, ça ne fait pas de doute, il n'y a pas d'alliance possible, semble-t-il. Dans la plupart des grandes villes, notamment dirigées par le Parti socialiste... Y compris là où il y a des écologistes ou des communistes. Non, pour l'instant, c'est essentiellement par rapport au Parti socialiste, où quand le Parti socialiste, en plus, fait une politique de droite, et quand le Parti socialiste, je le sais, parce que je vis dans des circonscriptions, exclut de toute façon... Et dans les grandes villes qui sont dirigées par les écoles... il est évident qu'on ne va pas... on ne va pas soutenir... une mairie qui, au niveau national, dont les représentants au niveau national, finalement disent qu'il faudra une coalition, on ne veut plus de LFI, le programme du NFP, ça ne nous préoccupe pas, etc. Et au niveau municipal, et même dans les villes qui sont dirigées par les écologistes... Ça va être compliqué pour la gauche, non, si elle est divisée ainsi. Oui, et en particulier pour les écologistes, puisque c'est dont on parle pour commencer, c'est que... en termes de discours, on voit bien que depuis quelques années, les écologistes ont toujours été sur une ligne assez proche des insoumis. Même aux législatives, c'est parce que les insoumis ont laissé des circonscriptions aux Verts qu'ils ont pu avoir aussi leur groupe. Il y a une plus grande proximité, j'allais dire, y compris dans la radicalité, qui les sépare d'un courant plus social-démocrate. Or là, les maires
qui ont été élus, les maires verts qui sont en place dans un certain nombre de grandes villes, un maire, il a besoin de fédérer sa population, et donc plutôt de se recentrer, plutôt que de rester sur un discours de la radicalité. Et quand on prend le cas des sortants écologistes, ce qui est frappant, c'est que quand on regarde un peu l'histoire des municipales, bien sûr, à chaque élection, il y a des bascules. Mais souvent, lorsqu'une bascule s'opère, c'est très rare que ce soit pour un coup uniquement. Souvent, vous voyez, parce que lorsque Paris, après 25 ans, enfin plus que ça, après avoir été toujours à droite et avoir eu 25 ans de chiracisme, lorsque la bascule de 2001 s'est faite, ça n'a pas été un one-shot. On a ouvert un cycle socialiste qui a duré jusqu'à aujourd'hui. On peut le dire de plein de grandes villes. Pareil pour Marseille, lorsque Gaudin a récupéré la ville, ensuite il a conforté, il a eu 4 mandats successifs. Or là, c'est la première fois, et même, pour prendre un autre exemple, lorsque le Rassemblement national, en 2014, a eu un certain nombre de villes, lorsqu'il a gagné Hénin-Beaumont, etc., en 2020, ils ont conforté leurs résultats. En gros, un maire, une fois qu'il est élu, s'il ne fait pas de bêtises monstrueuses, il part plutôt favori pour sa réélection, indépendamment des courants nationaux. Or là, on voit que la plupart des maires des grandes villes écologistes sont en position difficile. Ça montre, à tout le moins, moi je ne m'appuie pas toujours sur les sondages, attendons le verdict des urnes, mais ça montre à tout le moins qu'ils n'ont pas construit en 5 ans une légitimité telle pour qu'on dise on les a élus parce qu'ils étaient des verts, mais on veut les garder parce que ce sont des bons maires. Bien sûr. Ils n'ont pas réussi ça. Alors, il y a eu aussi des polémiques d'ailleurs. L'arbre de Noël à Bordeaux, il y a eu la mosquée financée par une sensibilité turque à Strasbourg. Enfin, il y a eu pas mal de polémiques. Tout cela, quand même, c'est peut-être pas tellement à leur actif. Les écolos sont dans une position complètement différente que lors des dernières municipales où il y avait eu une vague impressionnante. Là, à mon avis, va se jouer la dimension nationale, ce que ça veut dire un écolo sur le plan national. Et c'est ce que disait Guillaume. D'abord, on ne sait pas très bien où il se place entre le PS et LFI. Je rappelle quand même que leur score aux dernières européennes était très mauvais, c'était autour de 5. Oui, tout à fait. Un peu plus, Oui, bien à peine évidemment. plus. À peine plus. Donc bien en dessous du score précédent. Et vous ajoutez à cela toutes ces polémiques où des figures un peu radicales, si j'ose dire, comme Sandrine Rousseau, qui brouillent un peu le message, et le manque d'incarnation tout court, puisque si on considère que les municipales, c'est un galop d'essai pour tous les partis, qui représentent les Verts aujourd'hui. Donc on est vraiment dans la situation inverse pour les écolos aujourd'hui de ce qu'elle était lors de, il y a 6 ans. En plus, on a le sentiment quand même que la passion, si je puis dire, écologiste, ou écologique, pardon, et environnementale a un peu reculé, non ? Oui, en effet. Quand on regarde toutes les enquêtes qui tournent autour des motivations de vote, ce que les gens ont en tête à quelques mois des élections municipales, on s'aperçoit que depuis maintenant 3 ans, l'écologie qui s'invitait dans le trio des préoccupations de tête des Français, maintenant c'est en 5e, 6e, 7e position. Et plus la crise s'est accentuée, plus ce reflux de la préoccupation écologique a été fort. C'est ce que l'on dit traditionnellement. Les Français sont plus préoccupés par la fin du mois que par la fin du monde. Hein. Bon, ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, il ne faut pas oublier que, comme vous l'avez dit, les écologistes, ils sont forts, j'allais dire, essentiellement dans les grandes métropoles. Oui. Là où il y a des cadres, des professions intellectuelles, des étudiants qui sont sociologiquement très favorables ouvert. Dès que vous quittez et que vous êtes dans la 2e couronne ou la 3e couronne de ces grandes métropoles, l'écologie n'existe même plus. Hein, c'est une force donc extrêmement liée aux grandes métropoles et qui donc connaît un phénomène de nationalisation. Vous savez, on disait jadis, les élections locales se nationalisent de plus en plus, c'est-à-dire elles correspondent de plus en plus à ce qui se passe au plan local. C'est particulièrement vrai dans les grandes métropoles. Ouais. Et donc là, ils vont certainement souffrir de cette nationalisation. Et puis, comme le disait Guillaume tout à l'heure, normalement, un maire, allez, dans les 3 quarts des cas, il est réélu.
quelle que soit sa couleur, il a pas mal géré sa boutique, etc. Or, le bilan, quand vous regardez les grandes municipalités vertes, le bilan est, allez, disons, mitigé. Ils n'ont pas laissé de souvenirs inoubliables parmi leurs électeurs, et même parfois, ils ont laissé un souvenir un peu douloureux. Ce qui se passe à Strasbourg, ce qui se passe à Besançon, ce qui se passe à Tours, vous voyez, qui est une ville qui a été prise aussi par une mairie écologique, fait que, voilà, au fond, les gens, très souvent même, ne connaissent pas encore bien le nom de leur maire. Vous parliez de cette difficulté d'incarnation. Donc, ça a toujours été le cas où les écologistes, ils n'ont jamais un porte-parole, ils en ont 5, parce qu'il faut que toutes les sensibilités écologistes puissent s'exprimer. Et là, c'est un peu le cas aussi dans les mairies. Oh là là, l'incarnation, mon Dieu que c'est laid. Si on savait l'homme ou la femme, le nom de l'homme ou de la femme qui incarne l'écologie, ça choque les écologistes eux-mêmes. Et puis, j'allais dire, dernière cerise difficile, cerise noire sur le gâteau, c'est la division de la gauche. La division de la gauche et les filles. Parce que je partage complètement le diagnostic qui consiste à dire que et les filles et les Verts, c'est pas très différent. D'ailleurs, on l'a vu récemment. Les Verts, les députés Verts ont beaucoup hésité dans l'affaire budgétaire. Est-ce qu'on va avec les socialistes? Est-ce qu'on reste dans l'abstention? Est-ce qu'on vote contre? Etc. Ils ont beaucoup hésité. D'ailleurs, ils se sont divisés. Et donc, s'il y a une petite dynamique et les filles, sur le thème et les filles, c'est toujours, vous savez, à gauche, il y a une partie d'électeurs qui disent voilà, la vraie gauche, c'est celle qui est la plus à la gauche de la gauche. Et ils peuvent pâtir de cela et perdre un peu leur image d'alternative qu'ils avaient eue lors de la dernière élection municipale. Alors, il y en a une qui joue gros, d'ailleurs, d'une certaine façon, puisque c'est Marine Tondelier. Qui est candidate, si j'ai bien compris, à l'élection présidentielle. Et déjà, elle est contestée à l'intérieur de son camp, elle est contestée à l'intérieur de toute la gauche. Et si les écologistes font un mauvais score, c'est pas de très bon augure pour elle, quand même. Alors, petite précision, elle est candidate à une éventuelle primaire de la gauche. Encore c'est vrai. Très hypothétique. Alors, Marine Tondelier, donc, elle est la patronne des Verts, et elle s'était notamment fait connaître pour le grand public au moment de la dissolution, puisque c'était elle qui avait un petit peu, qui est devenue une figure des négociations entre les différentes formations de gauche au moment de la création du NFP, qui s'est faite dans la précipitation, enfin quelques heures après la dissolution. Et donc c'est vrai qu'elle joue gros, puisque elle a 2027 forcément en ligne de mire. Elle essaye depuis quelques mois de jouer une sorte d'équilibre, soit ni LFI ni PS, soit et LFI et PS, pour jouer une sorte de cordon entre ces deux gauches irréconciliables, comme l'avait théorisé il y a quelques années Manuel Valls. Et donc c'est vrai que les municipales 2026 seront pour elle, une étape importante si elle veut penser à l'après et s'imposer en tout cas dans son camp. Et dire, il ne faut pas oublier, John rappelait à juste titre l'épisode des élections, plutôt de la dissolution, qui lui a permis de se poser près d'union à gauche. Mais Marine Tondelier avait été sauvée par la dissolution, parce que la dissolution, elle intervient au soir des européennes, où les Verts, donc Claire le rappelait, s'étaient qualifiés, mais de manière ric-rac, en franchissant juste la barre des 5%, après avoir fait plus de 13,5% la fois d'avant. Donc elle était sur la sellette. Tout le monde disait, le fiasco des écologistes aux européennes va condamner la patronne du parti, Marine Tondelier. Et là, la dissolution arrive, on ne parle plus des européennes, on passe dans autre chose, et là, elle a retrouvé un rôle. Il ne faut pas oublier non plus quelque chose la concernant, c'est que ce ne sera pas le cas cette fois-ci, mais les autres fois, elle était candidate au municipal, dans une ville qui s'appelle Hénin-Beaumont. Et dans mon souvenir, à Hénin-Beaumont, en 2020, Steve Briouat, qui était le maire sortant, a été réélu dès le premier tour, avec, je crois, 65%, et la liste de Marine Tondelier faisait 25%. Bon, donc pour quelqu'un qui dit, voyez, moi je vais incarner le symbole du combat contre le fascisme, contre la position de l'extrême droite, apparemment, elle a du mal à convaincre les électeurs d'Hénin-Beaumont que le RN c'est le mal et que elle c'est le bien. Sans compter qu'elle a en plus théorisé, ou du moins justifié sa non-implication dans la campagne des municipales des écologistes,
en ayant pour argument que tout ça devait être géré très localement. Elle donne vraiment le sentiment de s'en tenir le plus loin possible. Et pour quelqu'un qui aspire à se lancer en 2027, ça en dit déjà long sur comment dire, son optimisme, pour son mouvement. C'est vrai. Alors, le Rassemblement national, lui qui est assez peu implanté territorialement, ils ont une grande ville, la ville de Perpignan, tenue par Louis Alliot. Ils vont en perdre une, qui, de toute manière, c'est Fréjus. Enfin, en tous les cas, David Rachlin ne va pas se représenter à Fréjus. Ils vont peut-être pas la perdre. Il va se représenter, oui, mais pas sous l'étiquette RN. Et l'objectif de Marine Le Pen, c'est de faire bonne figure, c'est de viser le Sénat, évidemment, aussi, à terme. Et donc, ils vont présenter, je crois, entre 600 et 650 listes en France. Ils veulent la jouer plutôt modeste, d'ailleurs, mais avec la volonté de gagner quelques grandes villes qui, quand même, aujourd'hui, Pascal, leur font bougrement défaut. Ça fait quand même, on se rappelle des élections municipales de 1983, si ma mémoire est bonne, tout à fait. Où ils avaient fait l'actualité avec la ville de Dreux. Avec une ville, oui. Une ville. Depuis, il y a eu de temps en temps des bons scores. Il y a eu Toulon, bien Orange, sûr, qui n'a pas laissé un souvenir inoubliable. Il y a eu Vitrolles, qui n'a pas laissé un souvenir inoubliable. Ouais. Ils ont, depuis le début, le Rassemblement national a un problème avec l'implantation locale. Dans un premier temps, Jean-Marie Le Pen, ça ne l'intéressait pas. Il ne voulait pas la création de barons locaux qui l'auraient fortement ennuyé. Il avait une conception trop pyramidale du Front National pour admettre l'hostilité de barons régionaux à la tête de municipalités. Avec Marine Le Pen, les choses ont changé. Elle sait que si une grande force nationale veut aller vers le pouvoir, il faut qu'il fasse ses preuves. Il faut que cette force fasse ses preuves au plan local, dans des municipalités, dans des départements. Bien sûr. Or, c'est Waterloo morne pleine aujourd'hui. Ouais. Ils n'ont pas une région, ils n'ont pas un département, personne ne leur a fait confiance suffisamment, et ils ont une poignée de villes, dont la plus importante, en effet, est Perpignan, et où le bilan est un bilan mitigé. Et parfois, ils ont laissé un mauvais souvenir. Toulon, qui était la plus grande ville qu'ils ont eue, ça a été une véritable catastrophe. Toulon, et ça a laissé un mauvais souvenir, même si ce souvenir, je crois, s'affadit, et qu'aujourd'hui, la députée Laure Lavalette, est assez bien placée sur le papier pour remporter Toulon. Mais je crois que leur objectif est plutôt de faire nombre, non pas dans les grandes métropoles, qui pour des raisons sociologiques, on en parlait tout à l'heure, leur sont pas très favorables, mais dans des villes petites et moyennes. Et là, je crois que s'ils ont fait particulièrement attention aux personnes qu'ils vont présenter au suffrage, parce que c'était le gros problème du Front National devenu Rassemblée Nationale, très souvent ils présentaient des candidats ou des têtes de liste qui posait problème, qui mettait l'électorat dans de profondes interrogations en se disant est-ce bien sérieux de leur confier les clés de l'hôtel de ville? Et donc là maintenant, ils ont fait attention. Ils ont un peu nettoyé leur offre politique et ils visent dans le Var, dans les Alpes-Maritimes, dans le Nord-Est aussi. Ils visent des villes entre 8 000 et 20 000 habitants. Par exemple, dans les Alpes-Maritimes, Menton, Allauch, vous voyez, des villes comme ça. Et puis Liévin, dans le Nord-Pas-de-Calais. Là, il y a des villes, en effet, qui peuvent tomber dans leur escarcelle et qui pourront montrer aux électeurs, un peu plus d'un an avant l'élection présidentielle, voilà, qu'enfin, ce parti peut peut-être, éventuellement, gérer des villes importantes et ne pas décevoir. Et en un an, on ne déçoit pas. Bien sûr. On va écouter Marine Le Pen, justement, qui nous explique un petit peu sa stratégie. Ce que je vous dis, c'est que je pense que nous gagnerons, nous avons la possibilité de gagner des grandes villes. Alors des grandes villes, si vous me dites qu'une grande ville c'est Paris, évidemment ce sera plus compliqué. Mais nous allons gagner des villes importantes. Et nous allons gagner aussi des villes moins importantes, mais qui ne sont pas moins importantes sur le plan politique. Elles le sont juste sur le plan numérique. Oui, alors le problème clair, effectivement, c'est qu'on se souvient que
surtout aux dernières législatives, ils avaient présenté des candidats qui n'étaient peut-être pas tout à fait présentables ici et là. Oui. C'est tout le problème pour eux, c'est le recrutement. Alors là, ils ont fait particulièrement attention. Parmi les villes gagnables, il y a quand même des villes comme Toulon, ce qui n'est pas rien. Il y a aussi la donnée Éric Ciotti. Qu'est-ce que ça peut rapporter? Oui, parce qu'il est ciotiste aussi. Voilà, dans des villes où le RN ne se présentera pas et ça sera le parti d'Éric Ciotti. Quel rassemblement sur la base, entre guillemets, il peut opérer. De toute façon, au RN, je pense qu'on a bien compris qu'au-delà de la question numérique, qui sera a priori pas conséquente, ça sera la dimension symbolique. C'est en gros combien de visages RN je peux mettre dans un conseil municipal, comment ça peut se traduire dans mon journal local, comment est-ce que je peux de plus en plus inciter au vote RN d'ici à 2027, c'est-à-dire habituer les gens à ce que le RN soit dans le paysage politique beaucoup plus localement et voir si ça se traduit, si ça peut se traduire positivement pour le RN en 2027. Je pense que c'est ça le gros enjeu, enfin, c'est théorisé quand même au RN et c'est pour ça qu'il y a une forme de lucidité, notamment sur Paris, même s'il ne faut pas négliger la candidature d'un Mariani qui, typiquement, voilà, ça c'est quelqu'un qui vient de l'UMP, c'est pas le RN, c'est pas les fameuses brebis galeuses qu'on a pu identifier. Mais Paris aura la concurrence de Madame Sarah Knafo. Reconquête. On va en parler tout à l'heure. Ça peut être pour eux une très mauvaise nouvelle. Alors, je voudrais qu'on s'arrête 2 secondes à propos du Rassemblement national. Sur le Sénat, justement, parce que ça a toujours été le point faible aussi du Rassemblement national, à la fois les villes et le Sénat où ils ne sont pas présents. Alors que c'est quand même, et de plus en plus aujourd'hui, on voit que le Sénat, il pèse. Bien sûr, et je pense que c'est l'un des 3 objectifs poursuivis par le RN et par Marine Le Pen pour ces municipales. Parce qu'il faut le rappeler, les sénateurs sont élus par les maires et par les délégués des conseils municipaux. Bon, ce qu'on appelle les grands électeurs. Donc, plus on a de conseillers municipaux, pas forcément maires, plus on a un corps électoral qui permet d'élire des sénateurs. Je crois, pour l'instant, le RN a réussi à faire élire 3 sénateurs. 3 sénateurs. Dont un d'ailleurs en Seine-et-Marne, dans des départements qui ont été pour lui des terres de conquête. C'est sûr que si dans le Var, ils prennent Toulon, si à Marseille, on va en parler, mais est-ce qu'ils peuvent prendre Marseille, c'est un autre débat, on va en parler tout à l'heure, mais en tout cas, ils vont forcément grossir à Marseille, renforcer leur implantation. Si à Nice, Éric Ciotti prend la ville sur Christian Estrosi, tout ça va donner des grands électeurs qui, lorsqu'on arrivera au renouvellement sénatorial, va compter. Et pour l'instant, vous savez, un groupe au Sénat, c'est, je crois, 7 sénateurs. 7 sénateurs. Et avoir un groupe, c'est pas rien. Ouais. Un groupe politique, c'est une existence, c'est un président de groupe, donc qui siège à la conférence des présidents, c'est un certain nombre de fonctions, de responsabilités. Voilà, ça, c'est ce qui donne une existence politique à un parti. Le RN a mis du temps à avoir un groupe à l'Assemblée nationale, LFI aussi, et lorsqu'ils ont acquis ce statut, ça change tout. Au Sénat, pour l'instant, ni LFI ni le RN n'ont de groupe. On s'attend à ce que, lors du renouvellement qui aura lieu en septembre prochain, ces 2 groupes puissent apporter. Et donc, de ce point de vue-là, c'est décisif. Je disais 3 objectifs, que celui-là est très important, effectivement, il ne faut pas le négliger, mais ce n'est pas le plus grand public. Le second, Pascal l'a souligné, c'est gagner une crédibilité gestionnaire. Non, parce que voilà, c'est sûr que, je parlais tout à l'heure de la réaction de Steve Briouat, logiquement, Louis Alliot a des chances d'être réélu à Perpignan. Donc, un parti qui a une image tribunicienne, un parti de protestation. S'il arrive à montrer dans X villes, je sais aussi gérer une population, gérer une collectivité, gérer des problèmes concrets. La vie quotidienne, ça crédibilise. Et puis il y a un 3e enjeu qui me paraît important, c'est la question, j'allais dire, de la recomposition politique. On voit bien, il y a un débat national, union des droites, pas union des droites, on agite des grands concepts et finalement ça bloque tout. Marine Le Pen n'en veut pas, LR n'ose pas aller sur ce terrain, ou lorsqu'elle y va, on dit « voyez, ils sont en train de pactiser avec le fascisme », etc. En revanche, dans une commune, et surtout une petite commune, un maire de droite, pas forcément étiqueté, ou étiqueté, mais enfin qui est connu pour être... si il compose une liste en prenant en compte différentes sensibilités, vous êtes au RN, on s'entend bien, on peut faire une liste commune. Si localement,
le RN montre, bah, voyez, nous on est capable de travailler avec d'autres que nous, ou d'autres acceptent de travailler avec nous. Là aussi, il y a l'idée qui s'installe que, bah oui, le RN devient un parti qui est capable de travailler avec d'autres, et dans la perspective pour le coup d'une recomposition plus forte, plus nationale en 2027, au lendemain d'une présidentielle, là, ça peut être un laboratoire intéressant pour eux. Alors justement, John, est-ce que le front républicain, qui consiste à faire barrage à l'élection d'un RN, est-ce que ça va pas être le tour de chauffe, justement, avant l'élection présidentielle? Alors, je serais un peu plus prudent par rapport à la lecture nationale qu'il faudra tirer de ces municipales. Et moi, je ferai une petite comparaison avec ce qui s'était passé il y a 4-5 ans, avec les régionales de 2021, où on promettait au Rassemblement national de gagner plusieurs grandes régions. 2-3 grandes régions. Et au final, alors, il y avait eu une forte abstention, c'est vrai, mais ils n'ont eu aucune région. Et ce qui est intéressant avec le Rassemblement national, c'est que, comme la Macronie à une certaine époque, ils sont assez puissants au niveau national, c'est-à-dire que le bloc central et le RN avaient remplacé l'ancien clivage droite-gauche au niveau national, mais au niveau local, les vieux réflexes, disons partisans droite-gauche, étaient toujours de mise, et les électeurs faisaient davantage confiance à des personnalités qu'ils connaissaient, à de vieux réflexes politiques. On dit souvent que le maire est souvent à portée d'engueulade de ses administrés. Et donc tout le défi pour le RN, ce sera vraiment d'essayer de s'implanter localement, comme la Macronie qui essaye de s'accrocher parfois à d'autres partis du centre, voire au LR. Et donc ce sera toute la question aussi pour eux. Alors, il y a 3 grandes villes. Un mot à ajouter, Pascal ? C'est intéressant ce que vient de dire John, parce qu'il y a, pour l'instant, quelque chose d'assez troublant quand on observe la vie politique française. On a des forces qui se portent très bien au plan national, quand c'est les européennes, la présidentielle, etc., et les filles, le Rassemblement national, les macroniens. Vous prenez ces 3 forces, vous les projetez au plan local, il n'y a plus rien. Ils sont presque absents. Donc il y a un divorce entre la France nationale, la manière dont les Français votent au plan national et la manière dont ils votent au plan local. Et ces élections municipales, moi, elles m'intéressent vraiment parce qu'au fond, est-ce que le wagon local va raccrocher le wagon national ou non ? C'est-à-dire, si ça ne se raccroche pas, ça veut dire que le Parti socialiste à gauche et les LR à droite vont continuer à être les partis les plus reconnus par les électeurs au plan du pouvoir. Ouais. Si en revanche les 2 wagons raccrochent, là LR va perdre éventuellement, mais le Parti socialiste aussi va perdre lui énormément de villes, parce qu'il faut regarder les grandes villes dirigées par les socialistes aujourd'hui qui sont menacées. Intéressant, très intéressant. Alors justement, il y en a une qui vont peut-être perdre, je ne sais pas. Il y en a une autre qui vont peut-être que le Rassemblement national peut gagner. Alors je parlais de Paris. Paris, c'est en suspens. Marseille peut être gagné par le Rassemblement national. Lyon, ça paraît... bon, si on regarde les sondages, alors on va se rafraîchir un peu la mémoire. Pardonnez-moi, c'est pas très scientifique tout ce qu'on va vous montrer, parce qu'il y a des premiers tours, il y a des seconds tours. Pas grave. Ça, c'est le 2e tour avec l'Institut Véran pour Jean-Michel Aulas, qui est l'ancien patron de l'Olympique lyonnais, l'équipe de football de Lyon, qui se présente à 78 ans, sous les couleurs LR, ou apparenté. Soutenu par LR. Soutenu par LR. Mais par Renaissance aussi. C'est ça, voilà. Donc au second tour, vous avez vu, il écrase le match, 61% des voix. On va regarder un peu l'état des lieux à Marseille, peut-être, Sacha. Alors à Marseille, c'est un score au premier tour où on voit que Franck Alizio, qui représente le Rassemblement national, et Benoît Payan, qui est le maire sortant, soutenu donc par le Parti socialiste, le Parti communiste et les Verts, eh bien, il ferait jeu égal à 29%. C'est un sondage de Cluster 17. Et on va regarder ce qui se passe à Paris. Enquête Ipsos qui a été réalisée il n'y a pas longtemps, il y a 2 jours. Au score au premier tour, eh bien, c'est la liste Grégoire qui l'emporte avec 32% des voix au premier tour contre Rachida Dati, 27%. Le Grégoire qui serait soutenu par les écologistes et par les communistes, mais pas par la France insoumise.
En tout cas, c'est en cours de tractation, fait de négociation. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura au minimum 2 listes de gauche au premier tour. Ce qui semble à ce stade le plus vraisemblable. Qui seront donc Grégoire, donc il y a une Emmanuel Grégoire. Grégoire soutenu à la fois par les socialistes et par les écologistes, et une liste insoumise qui sera menée par Sophia Chikirou, qui est une très proche de Jean-Luc Mélenchon, qui est députée de Paris aussi. Grégoire aussi d'ailleurs. Hein. Grégoire aussi. Et toute la question, au fond, pour la gauche, c'est pas tellement le premier tour, c'est le second tour. C'est de savoir si Sophia Chikirou est en capacité de se maintenir, et si elle est en capacité se maintient au second tour. Et est-ce que Sophia Chikirou sera prête à sacrifier ou à tuer en quelque sorte la gauche socialiste écologiste, quitte à faire passer Rachida Dati, ou au contraire, est-ce qu'elle préférera s'effacer pour que Paris reste à gauche? C'est toute la question qui se posera. Alors Claire, il y a quelqu'un qui a eu une phrase, il paraît, je ne l'ai pas entendu en direct, mais Dati, Rachida Dati, qui est candidate, donc, qui dit qu'il n'y a que 3 candidats qui sont en l'occurrence des candidates importantes dans ce scrutin. C'est Sarah Knafo, Sophia Chikirou et moi. Pareil, elle a très tôt théorisé ce que va être la municipale de Paris. C'est ce qu'elle dit un peu à sa manière, ça va jouer sur ma gueule. Sur celle de Knafo et donc sur celle de Chikirou. À savoir, ça va être 3 fortes gueules d'ailleurs personnalisé. Ça va pas être, on verra si elle a raison, mais John a raison. Ça corrobore un peu cette analyse. Ça va pas être une question d'étiquette. Bournazel, c'est plus la question de Horizon / Renaissance. Donc, elle a très tôt, identifié ce combat et très tôt identifié, je pense que Sophia Chikirou aussi, identifié que les deux, qui sont sur le plan politique des adversaires frontales, ont sur le plan tactique une convergence d'intérêts évident, c'est de tuer le PS. Oui, bien sûr. Et donc, nul doute que tout cela sera savamment mis en scène tout au long de la campagne. Et en effet, il y a ce 3e élément de Sarah Knafo qui, alors ça dépend des semaines, qui hésite à présenter sa candidature. Ça dépend les échos, on en a tous un peu des différents, mais en tout cas, c'est un sujet de candidature sérieux qui viendrait évidemment, à sa manière, bouleverser la campagne. On connaît la percée d'Éric Zemmour à la présidentielle dans certains arrondissements très identifiés de Paris. Et donc oui, ce serait un élément, et ce serait difficile pour la droite aussi de composer avec ça. Oui, alors il faut préciser que Sarah Knafo, si elle se présentait, elle fait plus de 10%, elle peut se maintenir au 2e tour. Elle fait moins de 10%, elle ne peut pas se maintenir au 2e tour. Alors, elle fait plus de 10%, enfin tout candidat qui fait plus de 10%, peut se maintenir au second tour. C'est le cas des potentiels de Sophia Chikirou à gauche. Un candidat ou une liste qui fait plus de 5%, mais pas plus de 10%, ne peut pas se maintenir au second tour, mais il peut fusionner. Or, la question de Paris, ça va être la question du second tour. Les sondages qui mettent Emmanuel Grégoire ou Rachida Dati autour de 30% chacun, 30%, c'est pas encore 50%. Donc il faudra récupérer des voix de l'autre côté. Alors, un maintien peut permettre de faire perdre. On voit bien que Sophia Chikirou veut se maintenir pour faire perdre Emmanuel Grégoire. Bon, si Rachida Dati a besoin de voix, il y a la question de Pierre-Yves Bournazel, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va la soutenir ou est-ce qu'il va aller vers Emmanuel Grégoire? Qui est donné assez haut d'ailleurs. Qui est donné assez haut pour l'instant. Bon. Sarah Knafo, pour l'instant le sondage la met à 7%. 7%, elle ne peut pas se maintenir, mais elle peut dire à Rachida Dati, 7%, on ne crache pas dessus. Et si on ne crache pas dessus, il faut peut-être qu'on trouve un accord.
Ce qui est intéressant à Paris, c'est qu'on le rappelait tout à l'heure, le RN ou toute la galaxie de droite un peu radicale a toujours été très faite dans les grandes villes. La dernière fois, le candidat RN, qui était Valrand de Saint-Just, si on est bonne, en 2020, avait fait 1,5% à Paris. Et Marine Le Pen à la présidentielle, je crois qu'elle a fait 2,5% au premier tour à Paris. C'est rien. Là, dans les sondages, on a Thierry Mariani autour de 7%, Sarah Knafo autour de 7%. C'est-à-dire que les deux forces qui avaient soutenu Marine Le Pen au second tour de la présidentielle, aujourd'hui, sont autour de 15% à Paris. C'est un tournant important. On l'a vu lors de la partielle où Michel Barnier est devenu député du 5e, 6e, 7e. Il y a des bureaux de vote dans le 7e, autour du Champ de Mars, par exemple, où les candidats Reconquête et RN, à eux deux, dépassaient les 25%. Donc en clair, il y a un électorat de droite, à Parisien, dont on l'a vu dans le 7e, on le voit aussi dans le 16e, qui veut une offre assez clairement à droite. Et ces voix-là, elles vont compter, elles vont peser. C'est-à-dire que tout ça, ce match-là, il est très ouvert. Et voilà, ce qui fait que la bataille dans la capitale sera de plus incertaine. Là encore, dernier point sur Paris, c'est qu'à la fois Paris est d'une ville qui est devenue très à gauche. Toutes les élections récentes ont montré que Paris était fortement à gauche. Mais dans le même temps, on sort d'un cycle. On avait eu un cycle chiracien d'un quart de siècle. On a eu un cycle socialiste, Delanoë-Hidalgo, d'un quart de siècle. Bon. Est-ce qu'indépendamment du positionnement, je suis à droite, je suis à gauche, est-ce qu'il y a à Paris une volonté de tourner une page et d'ouvrir un nouveau cycle ? Si c'est le cas, et je pense que ça peut être tout à fait possible, ça n'est pas une bonne nouvelle pour Emmanuel Grégoire. Alors, une question à Claire. Elle se situe où, Rachida Dati ? Là où elle a le plus de chances de gagner. Voilà. Alors, on va parler un peu de Marseille, à moins que Pascal, vous ayez quelque chose à ajouter sur Paris. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait l'impasse, là, sur le changement de mode de scrutin. Oui. Vous savez que maintenant, dans PLM, Paris-Lyon-Marseille, on ne vote plus par la médiation des arrondissements ou des secteurs. Donc, ça prend de plus en plus l'aspect d'une élection directe. Et donc, ça a renforcé, ça existe auparavant, mais ça a beaucoup renforcé la personnalisation. Et là, ceux ou celles qui ont une image forte au plan national, et bien sûr Rachida Dati, c'est le cas. On le voit d'ailleurs dans les sondages de notoriété. Vous savez, on interroge les gens sur est-ce que vous connaissez. Rachida Dati, elle écrase le match, tout le monde la connaît. Bien même sûr. Ceux qui la détestent ou ceux qui l'adorent. Vous voyez, bon voilà, tout le monde la connaît. Aulas, à Lyon, attendez, Aulas, voilà, c'est le club de football. Il est très très connu. À Marseille, c'est un peu plus en demi-teinte. Bon, Benoît Payan, le maire sortant socialiste, a fait sa notoriété. Delogu, qui est une grande gueule, en effet, est connu. La France insoumise. Davantage dans sa circonscription, je crois, que sur l'ensemble de Marseille. Et Madame Vassal a une notoriété, mais qui a été acquise plutôt au niveau du département qu'au niveau de la commune. Et c'est la candidate, de LR. Moi, je crois personnellement, mais je peux me tromper, que LFI a envie de planter le Parti socialiste. Ouais. Quand vous écoutez le président de la commission des finances tout à l'heure, c'est explicite. Ils ont envie de se faire, si vous me permettez cette expression, de se faire les socialistes, de les mettre à terre. Ouais, et quitte à ce que Madame Dati soit élue à Paris, quitte à ce que Madame Vassal ou Monsieur Alizio soient élus à Marseille, ils ont envie de les planter. Et on le voyait, dès le soir du vote obtenu par les socialistes pour soutenir Sébastien Lecornu, là on le voit de manière très nette. Ils ont envie de se venger parce que leur rêve de constituer une union de la gauche sous leur empire avec le parti dominant et les filles, c'est terminé. Et donc, ils veulent se venger, et la vengeance, c'est un plat qui se mange chaud au moment des municipales. Et Dieu sait si elle alimente son homme, en l'occurrence Jean-Luc Mélenchon. Oui, voilà. Dont un des objectifs, c'est évidemment de tuer le Parti socialiste depuis le début. Marseille, oui, mais Pascal Delogu, le député Delogu, il peut être maire de Marseille, lui, non ? Ça va être très difficile. C'est un petit peu difficile parce que là où Benoît Payan est estimé en tout cas autour de 30-32, Sébastien Delogu est situé autour de 14-15. Donc
disons que celui qui est plus à même de rester peut-être maire, c'est Benoît Payan. Après, la question qui se posera à Marseille, et ce sera très intéressant, c'est la question, vous en parliez tout à l'heure, Yves, du fameux Front républicain. Ouais. Parce que Martine Vassal, il y a quelques jours, a entrouvert la porte à une possible alliance, fusion, c'était pas très clair. Avec le Rassemblement national. Le Rassemblement national, ce qui a mis dans l'embarras la Macronie, puisque Martine Vassal est aussi soutenue par Renaissance. Et Bruno Retailleau est assez, je parle sous le contrôle de Claire, est assez gêné aussi sur cette question. Et d'autant que Laurent Wauquiez a dit il y a quelques jours qu'au second tour, il appellerait à faire barrage contre tout candidat LFI. Donc qu'est-ce que ça signifie ? C'est toute la question. Est-ce que la droite est prête à faire sauter ce cordon sanitaire au moment des municipales? Ça fera l'objet de la campagne. On a la réponse, parce que Madame Vassal avait à peine entrouvert l'hypothèse. Elle avait dit, au second tour, on verra, et elle n'a pas dit, on fera une alliance, elle a dit, elle avait bredouillé quelque chose de pas très clair. Elle a été tout de suite rattrapée par la patrouille. Oh, scandaleux, jamais. Renaud Muselier, dans le Figaro, dit jamais ça. Donc, en gros, LR officiellement, en tout cas, il y a même Renaud Muselier qui est maintenant Renaissance. Il était autrefois RPR, il est maintenant Renaissance. Mais... Fils de l'amiral Muselier. Petit-fils. Petit-fils de l'amiral Muselier. Alors, c'est un autre débat. Invoquer le gaullisme avec l'amiral Muselier, c'est historiquement compliqué. Mais ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, clairement, les réactions qui ont tout de suite fermé l'hypothèse d'une quelconque entente avec Franck Alizio a montré que, même s'ils n'ont pas le mot, ils restent dans une logique de front républicain contre le RN. Ce qui est d'autant plus paradoxal à Marseille que Franck Alizio, qui sera la tête de liste du RN, qui est actuellement député, c'était quelqu'un qui était au jeune RPR, du temps de Philippe Seguin. Donc il a un profil vraiment de droite très, très compatible. Et moi je pense que le fait que Martine Vassal ait été si rapidement rattrapée par la patrouille va être entendu par les électeurs de droite, c'est-à-dire attention, en gros vous préférez Payan à Alizio. Donc un électeur de droite, qu'est-ce qu'il va faire ? Entre un candidat RN très compatible et une candidate macroniste qui s'est fait rattraper par la patrouille, à mon avis, ça va renforcer plutôt les chances de Franck Alizio plutôt que celles de Martine Vassal, parce que malgré tout, ce second tour, il aura lieu. On a vu les sondages, que ce soit Benoît Payan, Martine Vassal, Franck Alizio ou Sébastien Delogu, il n'y en a aucun qui a la certitude de l'emporter sur son seul nom. Bien sûr. On l'a dit, et je partage totalement l'avis de Pascal sur la volonté de LFI et surtout de Sébastien Delogu à Marseille de planter les socialistes. Mais Madame Vassal, si elle veut être élue contre Benoît Payan, il faudra peut-être qu'elle récupère quelques voix venues de Franck Alizio. Évidemment. Là, on n'en prend pas le chemin. Évidemment. Et moi, je n'exclus pas, parce qu'à Marseille, on peut avoir une quadrangulaire. Et là, tout est ouvert, y compris une victoire de Franck Alizio. Mais je n'exclus pas notre scénario, qui soit une triangulaire, avec Benoît Payan, maire sortant, Franck Alizio, candidat du RN, s'il fait un score très élevé, Sébastien Delogu se maintenant, et Martine Vassal, soutenue par Renaud Muselier, qui, au nom de leur discours actuellement, préfère dealer avec Benoît Payan, parce que le deal, Martine Vassal était patronne de la métropole. Si Benoît Payan peut être élu maire de Marseille, on peut discuter. Ok, on te laisse la ville, tu nous laisses la métropole. Donc... J'ai connu ça par le passé avec un certain Jean-Claude Gaudin et un certain Jean-Noël Guérini, qui étaient copains comme cochons. Et avant Gaston Defferre. C'était la ville du social-centrisme. Il a eu du mal, Gaston Defferre, à se mettre à l'union de la gauche. Mais il l'a fait quand même. Alors la dernière ville, c'est Lyon, avec Jean-Michel Aulas. Là, apparemment, il n'y a pas de match. Sauf que ça serait... Alors là, pour le coup, la perte d'une ville pour les écologistes. Ah oui, parce que... on n'en est pas là, mais bon. On n'en est pas là, mais c'est vrai que les sondages le donnent ultra favori. On l'a dit tout à l'heure, fort de son expérience à la tête de l'Olympique lyonnais, il jouit d'une popularité écrasante qui est largement transpartisane. Donc c'est vrai que sur le papier, il est ultra favori. Et alors, forcément, tout de suite, la gauche s'en donne
cœur joie pour le critiquer et dénoncer le candidat qui est soutenu par les partis faits du gouvernement et que seuls eux incarnent l'opposition en cette époque de Macronie finissante. Mais pour l'instant, ça ne semble pas porter ses fruits auprès des électeurs, puisque tant au premier qu'au second tour, Jean-Michel Aulas fait largement la course en tête. Oui. Bien, il va être l'heure de passer à notre petit exercice, coup de cœur, coup de griffe. On commence avec vous, Claire. Coup de griffe. Coup de griffe à certains sites en ligne qui ont diffusé les images du sénateur communiste malade en plein hémicycle. Ah oui. C'est sans doute un peu personnel, mais lorsque j'étais au conservatoire, j'avais une amie qui était atteinte de cette maladie de Gilbert, et donc c'était vraiment un courage renouvelé sans cesse, c'était une danseuse en l'occurrence, d'aller sur scène, sachant que vous pouvez être pris de vomissements à tout moment. Terrible. Donc voilà, j'ai trouvé ça particulièrement cruel. Et abject. Voilà. Et le coup de cœur pour ceux qui aiment, Paul Simon. Donc, j'adore. L'un des chanteurs de Simon & Garfunkel va faire un concert au Grand Rex en mai prochain. Donc c'est hyper vendu, mais bon, il faut peut-être sur certains sites de revente, on peut... Ça va nous coûter cher. Voilà. C'est un des musiciens les plus talentueux de sa génération, c'est incontestable. Voilà. Je suis très content que vous l'ayez cité alors. John. Mon coup de griffe, c'est suite à l'attentat antisémite qui a eu lieu hier à Sydney. Puisqu'on a vu tous les cadres de LFI, de Jean-Luc Mélenchon au plus petit, condamnés sur les réseaux sociaux le caractère antisémite de l'attaque. Alors bien évidemment, c'est bienvenu. Bien évidemment, ce ne sont pas eux qui sont les auteurs de l'attaque, mais il n'empêche, il y a un certain cynisme de leur part, étant donné que ça fait 2 ans qu'ils ont un discours assez obsessionnel sur Israël, ça fait plus de 2 ans qu'ils attisent les braises de l'antisémitisme et qu'ils participent d'un courant mondial qui attise les braises de l'antisémitisme. Donc leur condamnation est bien évidemment bienvenue, mais il faut souligner un certain double discours de leur part. D'accord. Et mon coup de cœur, c'est une annonce d'Emmanuel Macron la semaine dernière lors de ses échanges avec les lecteurs de la presse régionale, puisqu'il a indiqué, dans la foulée de ce qu'a fait l'Australie, qu'une loi en tout cas serait votée avant la fin de son mandat pour interdire les réseaux sociaux aux moins de 15-16 ans. Alors tout ça reste encore à affiner, c'est encore très brouillon, mais je pense qu'à l'approche de la présidentielle et vu la désinformation qui peut s'annoncer sur les réseaux sociaux en termes de deepfake, d'intelligence artificielle, auprès d'un public qui est très sensible et qui n'a pas forcément tous les codes pour s'informer, je pense que ça peut être une bonne piste. Une bonne piste. Ouais. Ça peut avoir, votre avis, une loi semblable peut être votée avant la présidentielle? En tout cas, l'Assemblée est assez éclatée, donc encore une fois, il faudra trouver les ressorts faits du compromis, mais en tout cas, c'est pas impossible, je pense. Guillaume. Alors mon coup de griffe, on commence par le coup de griffe, c'est ça c'est contre tous ceux qui, et Sébastien Lecornu en tête, disent écoutez, la suspension de la réforme des retraites, c'est pas si grave que ça, puisque le grand rendez-vous, c'est la présidentielle. C'est là, c'est avec la légitimité d'une présidentielle qu'on peut faire des grandes réformes importantes et courageuses, etc. Ça me paraît particulièrement hypocrite pour 2 raisons. La première, c'est qu'on a vu que ce n'était pas le cas, puisqu'en 2022, Emmanuel Macron a fait campagne avec une seule proposition qui était la réforme, la retraite à 65 ans même, disait-il. On a vu que bien qu'il ait été élu en ayant annoncé cette réforme, que cette réforme ait été adoptée, ça n'a pas empêché aujourd'hui de la remettre en cause. Donc on ne voit pas pourquoi une réforme qui serait proposée à la prochaine présidentielle aurait plus de chances de subvenir. Et puis surtout, on sait bien qu'une réforme des retraites, c'est impopulaire. Et là, focaliser la prochaine présidentielle sur ce débat, c'est dire en gros on va voter là-dessus. Croyez-vous qu'il y ait un candidat suffisamment suicidaire pour dire eh bien
Je vais me faire élire en proposant une réforme impossible, difficile, etc. Donc même ceux qui, tel Édouard Philippe, aujourd'hui le discours le plus fort pour dire qu'il faudra faire une réforme un peu coûteuse, on sait bien que dans une campagne, on ne met pas en avant ce qui vous donnera des chances d'être battu et on met en avant ce qui vous donne des chances d'être élu. Donc je pense que la course ne sera pas au mieux-disant au sens du plus courageux en termes de retraite, mais au contraire de celui qui prendra peut-être des grandes cathédrales systémiques. On dit voilà, réforme à point, etc. Mais surtout, ne pas laisser croire que l'on pourra prendre des décisions difficiles de retraite. Donc ça me paraît non seulement hypocrite aujourd'hui de dire ça, mais très coupable de le dire. Et le coup de cœur. Il y a un coup de cœur. Et bien mon coup de cœur, c'est pour un jeune député qui s'appelle Charles Aloncle. Oui. J'avoue, je l'ignorais jusqu'à peu de temps. Il est député UDES, avec le groupe d'Éric Ciotti. Je crois qu'il est député de l'Hérault. Et surtout, il préside, ou il est le rapporteur de la commission... Rapporteur, je crois. Rapporteur de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public. Bon. Et pour poursuivre un petit peu cette commission, je trouve qu'il mène ça avec une autorité et il ne s'en laisse pas compter par le discours officiel des dirigeants de France Télévisions, à commencer par la présidente Delphine Ernotte. Il la pousse vraiment dans ses retranchements. On a parlé de notes de frais, mais il n'y a pas que ça. Et donc, je trouve que c'est... Pour un député qui est jeune, peu connu, etc., c'est pour moi une révélation de cette législature. Pascal, vous êtes notre invité, vous avez donc le dernier mot. Eh bien, pour le coup de griffe, vous avez entendu parler de ce professeur médiéviste d'histoire de Lyon 2 qui s'appelle Julien Théry, qui a désigné à la vindicte sur les réseaux 20 signataires d'un texte du Figaro, qui avait été publié dans le Figaro, où 20 signataires appelaient le président à reconnaître l'État palestinien, mais après avoir réglé la question, qui me semble tout de même très importante, du désarmement du Hamas. Ça n'a pas plu à cet universitaire, qui d'autre part est assez connu pour flirter, comme beaucoup, entre l'antisionisme et l'antisémitisme, et passer allègrement la frontière entre les deux, et il a rajouté à ces 20 noms la mention génocidaire à boycotter systématiquement. C'est-à-dire, il a mis une cible dans le dos de 20 personnes. Et quand vous regardez ces 20 personnes, bien sûr, il y a énormément d'intellectuels, de journalistes juifs. Et puis, il y a des non-juifs, et en particulier un de mes collègues que vous connaissez, Dominique Régnier. Je trouve ça, mais hallucinant, dans le milieu universitaire, qu'un universitaire reconnu se permette cela. C'est véritablement, en plus de ça, irresponsable, mais dangereux. Bien sûr. Et défendu par Jean-Luc Mélenchon. Et défendu par Jean-Luc Mélenchon. D'autres universitaires, ils ont signé en masse pour soutenir la victime. Julien Théry, bien sûr. Le bourreau devient la victime très rapidement dans ce milieu. Ça, c'est mon coup de griffe, si vous permettez. Vous avez raison. Mon coup de cœur, il a le même enthousiasme que mon coup de griffe, mais dans un sens positif. C'est pour soutenir ce vendeur de fruits de la plage de Bondy, vous savez, où il y a eu ce massacre antisémite, qui s'est précipité avec un courage absolument incroyable. Il s'est faufilé entre deux voitures et il a pris au collet un des deux tireurs, il l'a désarmé, et ensuite il n'a pas tiré dessus parce qu'il n'avait pas envie de se retrouver avec une histoire judiciaire par la suite, mais il l'a désarmé et il a empêché ce tireur d'accomplir le sinistre ouvrage qu'il avait commencé. C'est un homme extraordinaire et il s'appelle Ahmed, je crois, et c'est un vendeur de fruits musulman en plus. Voilà. Merci à vous quatre pour ce débat, ce dernier débat de l'année civile, comme je l'annonçais tout à l'heure. Donc on se retrouvera le 5 janvier, toujours à la même heure, en fin de journée à 22h30, pour de nouvelles aventures. Est-ce qu'on aura un budget d'ici là ? On peut en douter, mais on vous tiendra informé. Et puis continuez à regarder pendant toutes les fêtes le Figaro TV, où il y aura de beaux programmes, de belles émissions. Et d'ici là, passez de joyeuses fêtes et un joyeux Noël. Bonne soirée, bonne nuit et à bientôt.